24. Soyez imprévisible. La stratégie du contre-pied. Les hommes s'attendent à ce que votre comportement s'inscrive dans des conventions et des schémas qu'ils connaissent. En tant que stratège, votre tâche est de sortir du champ du connu. Il suffit de surprendre les gens pour qu'ils se laissent submerger par le chaos et le désordre qu'ils essaient pourtant désespérément d'éviter. Il s'ensuit une confusion mentale profonde qui abat leurs défenses et les rend vulnérables. Commencez par vous comporter de façon ordinaire afin qu'ils se fassent une certaine image de vous. Ensuite, quand les voilà bien lancés sur cette fausse piste, c'est le moment de les frapper par l'extraordinaire. L'effet de surprise démultiplie la frayeur. Ne vous reposez jamais sur une stratégie originale qui a déjà fonctionné. Elle devient conventionnelle dès lors que vous en usez pour la seconde fois. C'est parce qu'il est inattendu que l'ordinaire devient parfois extraordinaire. La guerre non conventionnelle. Il y a des milliers d'années, les dirigeants militaires, conscients des enjeux considérables de la guerre, cherchaient tous les moyens d'obtenir l'avantage sur le champ de bataille. Certains généraux, particulièrement fins, inventèrent de nouvelles formations ou innovèrent dans l'usage de l'infanterie ou de la cavalerie. Face à ces nouvelles tactiques, l'ennemi ne pouvait anticiper. Surpris, il se trouvait plongé dans la plus grande confusion. Ainsi, une armée qui réussissait à prendre son adversaire par surprise était quasiment sûre d'en tirer une victoire, voire plusieurs. Cependant, l'ennemi travaillait dur à établir de nouvelles défenses pour répondre à ces nouvelles stratégies, quelles qu'elles soient. Il y arrivait souvent et rapidement. La stratégie qui avait donc eu tant de succès et représentait la quintessence de l'innovation devenait caduque et finalement conventionnelle. En outre, ainsi poussé à inventer de nouvelles défenses pour parer à toute nouvelle attaque, l'ennemi lui-même était obligé d'innover. À son tour d'introduire quelque chose de surprenant et souvent d'atrocement efficace. Le cycle continuait. La guerre a toujours été impitoyable. Rien ne reste nouveau longtemps. Il faut innover ou mourir. Au XVIIIe siècle, nulle tactique ne fut plus surprenante et novatrice que celle du roi de Prusse, Frédéric le Grand. Pour arrêter son ascension fulgurante, des théoriciens militaires français élaborèrent des idées d'une nouveauté radicale qui furent finalement testées sur le champ de bataille par Napoléon. En 1806, Napoléon écrasa les Prussiens à Iéna. Ceux-ci se servaient encore des tactiques autrefois nouvelles de Frédéric le Grand, désormais totalement dépassées. Cette défaite fut une profonde humiliation pour les Prussiens. Ils devaient absolument se renouveler. Ils étudièrent attentivement les victoires napoléoniennes, réadaptèrent ses meilleures stratégies et les poussèrent plus loin, fondant les bases d'une nouvelle armée. Celle-ci fut l'outil majeur de la défaite de Napoléon à Waterloo et domina la pensée militaire pendant plusieurs décennies. La nécessité constante de se renouveler pour surprendre l'ennemi avec une stratégie nouvelle et non conventionnelle a aujourd'hui poussé les militaires du monde entier aux tactiques de la guerre dite sale. Divorçant des codes d'honneur et de moralité qui, par le passé, entravaient dans une certaine mesure la marge d'action d'un général, les armées modernes ont progressivement rejoint l'idée selon laquelle tout est permis. Les guérillas et les tactiques terroristes sont connues depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, elles se sont banalisées et font en outre l'objet d'études stratégiques. La propagande, la désinformation, la guerre psychologique, la tromperie et les esquives politiques sont devenus les véritables outils de toute stratégie non conventionnelle. Une contre-stratégie se construit toujours sur les mêmes moyens que ceux employés par l'ennemi, donc souvent les plus sales. Cela implique forcément de se mettre à son niveau, de combattre le mal par le mal. Un ennemi sale s'adapte en se montrant plus sale encore et pénètre ainsi dans un interminable cercle vicieux. Cette dynamique est certes particulièrement apparente dans les questions militaires,
mais elle s'est aussi répandue dans tous les aspects des activités humaines. En politique ou en affaires, si votre adversaire ou votre concurrent emploie une stratégie nouvelle, vous devez l'adapter à vos propres buts. Ou mieux, en inventer une encore plus efficace. Sa tactique autrefois nouvelle devient conventionnelle et finalement inutile. Notre société est extrêmement compétitive. L'un des deux camps finit toujours par avoir recours à une stratégie sale, qui dépasse les bornes de l'acceptable. Si, par souci de moralité ou par fierté, vous refusez d'entrer dans cette spirale, vous perdez inévitablement l'avantage. Vous êtes obligé de répondre, et très probablement de vous montrer aussi sale que l'adversaire. Cette spirale domine le monde politique, celui des affaires, mais aussi celui de la culture, perpétuellement en quête de chocs, de nouveautés pour capter l'attention et s'attirer quelques applaudissements éphémères. Tous les moyens sont bons. La vitesse de ce processus est exponentielle. Dans les domaines des arts, ce qui était totalement impensable il y a quelques années est aujourd'hui d'une affligeante banalité et d'un conformisme absolu. Ce que l'on considère comme non conventionnel évolue donc au fil du temps. Mais les lois qui rendent efficace cette non-conventionnalité, basées sur des principes élémentaires de psychologie, sont intemporelles et universelles. On les retrouve tout au long de l'histoire militaire. Il y a 2500 ans, le grand stratège chinois Sun Tzu en exprima l'essence en distinguant les moyens ordinaires et extraordinaires. Cette analyse est toujours d'actualité concernant la guerre, autant que la politique et la culture contemporaine, propre ou sale. Une fois que vous avez compris l'essence de la guerre non conventionnelle, vous voilà prêt à l'appliquer à la vie quotidienne. La guerre non conventionnelle comporte 4 grands principes, glanés parmi les plus grands maîtres de cet art. Sortez des sentiers battus. Les principaux généraux de la guerre se basent sur le passé, des canons de stratégie et de contre-stratégie développés au cours des siècles. Le chaos de la guerre est inquiétant et dangereux. Les stratèges en viennent à se reposer sur ces principes à défaut de quoi que ce soit d'autre. Ils analysent donc des événements présents à travers le filtre des événements passés. Mais les armées qui ont fait trembler la planète ont toujours trouvé le moyen de sortir de ces canons, de dépasser les expériences connues du camp adverse. Cela permet d'imposer désordre et confusion à l'ennemi qui, désorienté par la nouveauté, s'effondre. En tant que stratège, votre tâche est de bien connaître vos ennemis, puis de vous servir de ces informations pour mettre au point une stratégie allant au-delà de ce qu'ils ont déjà expérimenté. Ce qu'ils ont pu lire ou entendre compte moins que ce qu'ils ont personnellement vécu, ce qui a marqué leur parcours affectif et qui détermine leur réaction. Lorsque les Allemands envahirent la France en 1940, les Français connaissaient la tactique de la Blitzkrieg depuis l'invasion de la Pologne l'année précédente, mais ils ne l'avaient jamais subie personnellement. Ils furent dépassés. Cependant, lorsqu'une stratégie a déjà été utilisée et qu'elle est connue de l'ennemi, elle n'a plus le même effet la seconde fois. Faites de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. Pour Sun Tzu et ses contemporains de la Chine antique, un acte extraordinaire n'a que peu d'impact sans un contexte tout à fait ordinaire. Il faut mêler les deux. Votre adversaire s'habitue à des manœuvres banales, quelconques, à des schémas confortables dans lesquels il vous croit installé. Une fois qu'il y est habitué, surprenez-le par de l'extraordinaire, une démonstration de force d'un genre nouveau. Rendu imprévisible par le prévisible, ce coup n'en sera que plus efficace. La manœuvre non conventionnelle qui confond l'ennemi n'a déjà plus d'effet au cours de la 2e ou 3e fois. Un général intelligent revient donc souvent à des stratégies ordinaires, déjà usitées, et s'en sert pour l'attaque décisive, puisque l'ennemi ne s'y attend plus. L'ordinaire et l'extraordinaire ne sont aussi efficaces que s'ils se répondent mutuellement, en spirale. Cela s'applique à la culture autant qu'à la guerre.
Pour qu'un produit culturel attire l'attention, il faut qu'il soit nouveau. Mais s'il n'entretient aucun rapport avec l'ordinaire, il n'est plus anticonventionnel, il est simplement étrange. Le seul moyen de créer de la surprise, de l'extraordinaire, c'est de le tirer du quotidien, de l'ordinaire. Le surréalisme se définit par cet entrelacement de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Soyez irrationnel à bon escient. Malgré les apparences, les individus comme la société qu'ils forment sont régis par le désordre et l'irrationalité. C'est pourquoi nous tentons tous désespérément de maintenir l'ordre et sommes terrifiés par ces gens au comportement ouvertement irrationnel. Ils sont la preuve que nos barricades contre l'irrationnel ne fonctionnent pas. On ne peut prévoir leurs réactions et on les maintient donc à une certaine distance pour, surtout, ne pas être mêlés à leur désordre. Mais ces personnes inspirent aussi la crainte et le respect dans la mesure où nous désirons tous secrètement accéder à ces tumultes irrationnels qui bouillonnent au fond de nous. Dans l'Antiquité, le fou était considéré comme possédé par les dieux. Il reste des résidus de cette pensée. Les plus grands généraux avaient tous ce génie un peu fou. Le secret est de maîtriser cette tendance. À l'occasion, vous pouvez vous permettre d'agir délibérément de façon irrationnelle, mais sans excès, sous peine de vous y enfermer. Dans tous les cas, vous effrayerez vos contemporains en vous montrant occasionnellement fou, suffisamment pour déstabiliser tout le monde et inquiéter vos adversaires. Mieux vaut agir un peu au hasard, comme si vous jetiez les dés tous les matins pour décider de votre vie. Ce type de comportement perturbe profondément l'esprit humain. Pour vous, ce sera une sorte de thérapie, l'occasion de vous permettre d'être irrationnel de temps à autre. Cela vous soulagera de l'oppressante nécessité de toujours paraître normal. Restez en mouvement. La nouveauté est souvent le domaine des jeunes, qui n'aiment pas les conventions et prennent plaisir à les transgresser. Le danger est que, en vieillissant, vous ayez besoin de confort et de prévisibilité, et que vous perdiez tout goût pour l'innovation et l'originalité. Ce fut la perte de Napoléon. Il finit par se reposer sur la taille de son armée et la supériorité de ses armes, et non sur la nouveauté de ses stratégies et la fluidité de ses manœuvres. Il avait perdu tout goût pour l'esprit stratégique et succomba au poids croissant des années. Vous devez combattre ce vieillissement psychologique plus que physique. Un esprit qui renouvelle en permanence ses stratégies, réinvente toujours des manœuvres plus fluides, vous gardera jeune. Attachez-vous à briser les habitudes que vous avez acquises, à agir différemment chaque jour. Déclarez une guerre non conventionnelle à votre propre esprit. Pour éviter de vous enraciner et de tomber dans le conventionnel, il vous faut avancer, en permanence. Nul n'est brave au point de rester impavide face à l'inattendu. Jules César, 144 avant Jésus-Christ. Exemples historiques. 1. En 219 avant Jésus-Christ, Rome décida d'en finir avec Carthage. Celle-ci ne cessait de semer le trouble en Espagne, où les deux ennemis possédaient des colonies importantes. Les Romains déclarèrent la guerre aux Carthaginois et se préparèrent à envoyer une armée en Espagne, où les forces adverses étaient conduites par Hannibal, général alors âgé de 28 ans. Avant que les Romains n'atteignent Hannibal, ils furent ébahis d'apprendre que celui-ci venait à eux. Il était déjà en route vers l'est et traversait la partie la plus dangereuse des Alpes, dans le nord de l'Italie. Rome n'avait jamais imaginé qu'un ennemi puisse venir de là. Aucune garnison ne défendait la région. Rome était menacée. L'armée d'Hannibal était relativement restreinte. Seuls 26 000 hommes avaient survécu à la traversée des Alpes. Les Romains et leurs alliés pouvaient aligner quelques 750 000 hommes. Leurs légions étaient parmi les plus disciplinées et les plus respectées du monde, et ils avaient déjà vaincu Carthage lors de la première guerre punique, une vingtaine d'années auparavant. Mais une armée étrangère en Italie représentait une vraie surprise
qui souleva beaucoup d'émotions. Les Romains devaient donner une bonne leçon à ces barbares effrontés. Des légions firent rapidement mouvement vers le nord pour détruire l'armée d'Hannibal. Après quelques escarmouches, une armée sous le commandement du consul romain Sempronius Longus s'apprêtait à rencontrer les Carthaginois au corps à corps sur les rives du fleuve Trébie. Sempronius était dévoré de haine autant que d'ambition. Il écraserait Hannibal et serait le sauveur de Rome. Mais le comportement de son adversaire était bien étrange. Sa cavalerie légère traversait le fleuve comme pour attaquer les Romains, puis battait en retraite. Les Carthaginois avaient-ils peur? N'étaient-ils capables que de petites sorties? Sempronius finit par en avoir assez et se lança à leur poursuite. Afin d'être sûr d'avoir suffisamment d'hommes pour vaincre, il fit traverser le fleuve glacé à toute son armée. L'opération fut épuisante et dura des heures. Finalement, les deux armées se retrouvèrent face à face sur la rive ouest. Au début, comme Sempronius l'avait prévu, ces légions, fermes et disciplinées, parvinrent à faire face aux Carthaginois. Mais une aile des lignes romaines était constituée de mercenaires gaulois. Brusquement, les Carthaginois lâchèrent un troupeau d'éléphants montés par des archers. Les mercenaires n'avaient jamais vu ça. Ils paniquèrent et lâchèrent pied. Au même moment, comme sortis de nulle part, 2000 Carthaginois, cachés dans la végétation qui bordait le fleuve, attaquèrent par l'arrière. Les Romains combattirent avec beaucoup de courage pour se sortir de ce piège tendu par Hannibal, mais des milliers d'entre eux se noyèrent dans les eaux glaciales de la Trébie. Cette bataille fut un véritable désastre. À Rome, l'émotion bascula de l'indignation à l'angoisse. On envoya plusieurs légions pour bloquer les principaux accès des Apennins, la chaîne de montagnes qui traverse l'Italie centrale. Encore une fois, Hannibal fit le contraire de ce que l'on attendait. Il traversa les Apennins par un col difficile et inhospitalier où le terrain était tellement hostile qu'aucune armée n'y était jamais passée. Après 4 jours de pénible traversée, Hannibal parvint à conduire les Carthaginois en sécurité. Puis, lui tendant encore un piège, il battit l'armée romaine près du lac Trasimène, dans l'actuelle région de l'Ombrie. La route de Rome était ouverte. Proche de la panique, la République romaine, selon une tradition très ancienne, nomma un dictateur pour la durée de la crise. Celui-ci, Fabius Maximus, fit construire des remparts à toute allure et renforça l'armée romaine. Perplexe, il vit Hannibal dépasser Rome et continuer vers le sud, en direction de l'Apulie, région la plus fertile du pays que le Carthaginois dévasta allègrement. Déterminé à se concentrer sur la protection de Rome, Fabius mit au point une nouvelle stratégie. Il posta ses légions dans des régions montagneuses impraticables à la cavalerie d'Hannibal et harcela les Carthaginois par une campagne de guérilla, bloquant leur ravitaillement pour les isoler en terre étrangère. Il évita toute bataille rangée et mena une guerre d'usure. Mais aux yeux de beaucoup de Romains, cette stratégie était déshonorante et indigne. Pire, ils constatèrent que les raids d'Hannibal dans la campagne ne touchaient jamais les propriétés de Fabius, à croire que les deux hommes étaient de mèche. La popularité du dictateur dégringola. Après avoir rasé l'Apulie, Hannibal arriva dans les plaines fertiles de la Campanie, au sud de Rome. Fabius connaissait très bien le terrain. Il n'avait d'autre choix que d'agir, sous peine d'être destitué. Il mit un piège en place. Des armées romaines furent postées à toutes les issues de la plaine. Elles étaient suffisamment proches les unes des autres pour se prêter main forte en cas de problème. Mais Hannibal était entré en Campanie par l'est, par le col d'Alifée. Fabius avait déjà remarqué qu'il ne partait jamais par là où il était arrivé. Il laissa donc à Alifée une garnison par prudence, mais renforça largement les autres passages. Pour lui, la bête était en cage. Bientôt, Hannibal aurait besoin de ravitaillement et serait forcé de quitter les lieux. Fabius n'avait plus qu'à attendre.
Au cours des semaines suivantes, Hannibal envoya des cavaliers vers le nord, peut-être pour tenter une percée dans cette direction. Il pilla les fermes les plus riches de la région. Fabius voyait clair dans son jeu. Il essayait d'entraîner les Romains vers la bataille de son choix. Mais Fabius était déterminé à se battre suivant ses propres conditions, uniquement lorsque l'ennemi essaierait de sortir de sa cage. De toute façon, il savait qu'Hannibal tenterait de sortir par l'est, la seule direction vers laquelle les Romains n'avaient pas de contrôle. Une nuit, les soldats romains qui gardaient le passage d'Aliphée crurent avoir des hallucinations auditives et visuelles. Une armée gigantesque, au vu des innombrables torches, semblait se diriger vers le passage, recouvrant les versants, au son de hurlements démoniaques. Cette armée semblait terrifiante, bien plus vaste que l'estimation qui en avait été faite. Craignant de se faire encercler, les Romains quittèrent la garnison, abandonnant le passage, trop effrayés pour jeter un coup d'œil en arrière. Quelques heures plus tard, l'armée d'Hannibal arriva et parvint à percer le cordon mis en place par Fabius. Aucun dirigeant romain ne comprit ce qui s'était exactement produit sur le versant des collines cette nuit-là. L'année suivante, Fabius fut démis. Le consul Terentius Varon brûlait de prendre sa revanche sur la défaite d'Aliphée. Les Carthaginois étaient installés près de Cannes, dans le sud-est de l'Italie, à proximité de la ville actuelle de Bari. Varon marcha droit sur eux, et alors que les deux armées se mettaient en rang pour se battre, il ne pouvait avoir que pleinement confiance. Le terrain était dégagé, l'ennemi parfaitement en vue. Il ne pouvait y avoir de renfort caché ni de surprise de dernière minute. L'armée romaine comptait le double d'hommes de l'armée carthaginoise. La bataille commença. Au début, les Romains semblèrent avoir le dessus. Le centre de la ligne carthaginoise était étonnamment faible et céda sans difficulté. Les Romains attaquèrent en force, espérant briser la ligne. Ils n'eurent aucun mal à avancer. Cela fait, ils constatèrent avec une terreur indicible, en regardant derrière eux, que les deux extrémités de la ligne carthaginoise se déplaçaient pour les encercler. Ils étaient pris au piège. Ce fut un massacre. La bataille de Cannes fut la défaite la plus cuisante et la plus humiliante de l'histoire de Rome. La guerre contre Hannibal dura des années. Carthage ne lui envoya jamais les renforts qui auraient pu changer le cours de l'histoire. L'armée romaine, plus nombreuse et plus puissante, récupéra de ses nombreuses défaites. Mais Hannibal s'était fait une réputation terrifiante. Malgré leur nombre écrasant, les Romains avaient tellement peur de lui qu'ils le fuyaient comme la peste. Interprétation. Hannibal demeure de toute l'Antiquité le maître absolu de l'art du non conventionnel. Lorsqu'il attaqua les Romains sur leur propre terre, il n'avait pas en tête de prendre Rome. C'eût été impossible. Ses remparts étaient solides, son peuple fier et solidaire dans la haine qu'il lui vouait. Son armée n'aurait pu y faire face. Non, son but était plutôt de semer la panique dans la péninsule italienne et de saper les alliances de Rome avec les cités-États voisines. Affaibli à domicile, Rome serait obligée de laisser Carthage tranquille et de mettre un terme à sa politique d'expansion. Pour parvenir à semer la panique au moyen de la petite armée avec laquelle il avait traversé les Alpes, Hannibal devait surprendre à chaque coup. Psychologue avant l'heure, il avait compris qu'un ennemi pris par surprise perd toute discipline quand il se sent menacé. Lorsque le chaos s'abat sur des personnes ou des groupes particulièrement rigides et ordonnés, comme les armées et le peuple romain, il est doublement destructeur. Une surprise ne peut être mécanique, répétitive ou routinière. En fait, c'est exactement l'inverse. Pour surprendre, il faut s'adapter, se montrer créatif et prendre un malin plaisir à jouer les illusionnistes. Ainsi, Hannibal prenait-il toujours la route par où les Romains l'attendaient le moins. Celle des Alpes, par exemple, était considérée comme totalement impraticable et n'était donc pas gardée. Après cet épisode,
les Romains essayèrent de se préparer à l'attendre sur la route la plus difficile. Pour les surprendre, il fallait donc passer par la voie la plus évidente, comme à Alifée. Lors d'une bataille, Hannibal attirait l'attention de l'ennemi par un assaut frontal, comme cela se faisait dans l'Antiquité. Il provoquait ensuite un coup de théâtre avec un troupeau d'éléphants ou une force de réserve qui attaquait par l'arrière. Lors de ses raids dans la campagne aux alentours de Rome, il évita délibérément les propriétés de Fabius pour donner l'impression qu'il collaborait, et ainsi forcer le dictateur gêné à passer à l'action. Le Carthaginois se servit là, de façon tout à fait nouvelle, des moyens politiques et extramilitaires. À Alifée, Hannibal attacha des fagots de petits bois aux cornes de centaines de bœufs. Les ayant allumés, il poussa les animaux mugissant de terreur sur les versants de la colline. Ce fut une image d'horreur pour les sentinelles romaines, isolées dans l'obscurité et terrifiées. Lors de la bataille de Cannes, alors que les Romains s'attendaient, cette fois, à une nouvelle astuce non conventionnelle, Hannibal exécuta son stratagème à la lumière du jour, alignant son armée comme n'importe qui à l'époque. Les troupes romaines étaient excitées par l'intensité du moment et le désir de revanche. Il les laissa délibérément avancer en son centre particulièrement faible, où elles se concentrèrent. Puis les extrémités carthaginoises, très mobiles, se rejoignirent pour les prendre tenaille. Les victoires s'enchaînèrent ainsi les unes après les autres, chaque manœuvre fleurissant de la précédente, en faisant constamment alterner la surprise et le banal, l'implicite et l'évident. Vous gagnerez un pouvoir considérable en adaptant la méthode d'Hannibal à votre propre quotidien. Servez-vous de votre connaissance de la psychologie et de la pensée d'autrui pour calculer les mouvements auxquels il s'attend le moins. Là où il peut être surpris, c'est là qu'il est faible. On ne peut se défendre contre ce que l'on n'attend pas. Ainsi, ne rencontrant aucune résistance sur votre chemin, vos victoires renforceront l'image de votre pouvoir. La petite armée d'Hannibal était aux yeux des Romains beaucoup plus nombreuse qu'en réalité. À l'inverse, lorsqu'on attend de votre part une quelconque excentricité, montrez-vous d'une banalité désarmante. Une fois que votre réputation est celle de l'extraordinaire, votre adversaire est sur ses gardes. Il s'attend à être surpris, mais ne sait pas comment. Bientôt, vos ennemis renonceront à vous combattre, effrayés par votre seule réputation. 2. En 1962, Sonny Liston fut sacré champion du monde de boxe, catégorie poids lourd, en battant Floyd Patterson. Peu après, Cassius Clay, jeune virtuose du ring, écrasa un vétéran, Archie Moore. Après le combat, Liston alla voir le jeune Clay, âgé de 20 ans. Il passa un bras autour des épaules du jeune garçon, qui avait 10 ans de moins que lui, et lui dit « Attention, petit, je vais avoir besoin de toi. Mais je vais devoir te coller une raclée parce que j'ai l'âge d'être ton père. » Liston était le meilleur boxeur du monde, dur et acharné. Pour ceux qui s'y connaissaient, il était invincible. Mais Liston avait reconnu en Clay un boxeur assez fou et hargneux pour vouloir le battre. Mieux valait lui ficher un peu la trouille dès le départ. La menace n'eut aucun effet, et comme Liston l'avait pressenti, Clay réclama bientôt à corps et à cri un duel avec le champion du monde. Il claironnait partout qu'il le battrait en 8 rounds. À la télévision et à la radio, il raillait son aîné. N'était-ce pas Liston qui avait peur de combattre Cassius Clay? Le champion du monde essaya d'ignorer les piques du jeune prodige. « S'ils organisent ce combat, dit-il, on me mettra en tôle pour meurtre. » Pour lui, Clay était trop mignon, trop peu viril pour être un champion poids lourd. Le temps passa, et les provocations de Clay finirent par exciter le public. Tout le monde voulait que Liston revienne sous les feux de la rampe pour fermer son clapet à ce petit prétentieux. À la fin de l'année 1963,
les deux hommes signèrent pour un tournoi à Miami Beach au mois de février. Clay déclara ensuite aux journalistes « Je n'ai pas peur de Liston, c'est un vieillard. Je vais lui donner des leçons de conversation et de boxe. Mais il va falloir surtout qu'il apprenne à tomber. » Comme la date du combat approchait, Clay se montrait toujours plus insultant et grossier. Les journaux sportifs ne parlaient que du combat à venir. D'après la plupart d'entre eux, Clay ne pourrait même pas marcher sur ses deux jambes à la sortie. Certains redoutaient de le voir estropié à vie. « J'imagine qu'il est un peu tard pour dire à Clay de ne pas affronter ce monstre », déclara le boxeur Rocky Marciano. « Mais je suis sûr qu'il sera beaucoup plus réceptif une fois qu'il aura affronté Liston. » Ce qui inquiétait le plus les experts, c'était le style particulier de Cassius Clay. Ce n'était pas la brute typique des poids lourds. Il dansait sur place, les bras le long du corps. Il se déplaçait rarement lorsqu'il lançait ses coups de poing. Il ne jetait que les bras. Il bougeait constamment la tête, comme s'il voulait épargner une droite à son joli minois. On aurait dit qu'il hésitait à rentrer dans le combat, à se mettre dans la bagarre et à rouer de coups son adversaire, ce qui était la façon la plus commune de se battre chez les poids lourds. Clay préférait sautiller sur place, comme s'il était sur la scène d'un opéra et non sur un ring de boxe. Il était trop petit pour être un poids lourd et ne possédait visiblement pas cet instinct de tueur qui faisait les grands boxeurs. Il faisait la une des journaux. À la pesée le matin du combat, tout le monde attendait les fanfaronnades habituelles de Clay. Il surpassa toutes les attentes. Alors que Liston gravissait les marches, Clay lui lança « Hé, connard, t'es vraiment qu'un crétin, tu t'es fait avoir, abruti. T'es vraiment trop laid. Je vais méchamment t'arranger la face, moi, tu vas voir. » Clay bondissait, hurlait, tout tremblant, les yeux écarquillés, la voix chevrotante. Il paraissait possédé. Était-il effrayé ou simplement fou? Pour Liston, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il n'avait plus qu'une idée en tête, tuer Clay, et qu'il se taise une bonne fois pour toutes. Comme ils étaient face à face sur le ring quelques instants avant le début du combat, Liston essaya de fixer Clay comme il avait fixé tous ses adversaires, d'un regard noir. Mais contrairement aux autres boxeurs, Clay soutint son regard. Sautillant sur place, il répétait « Maintenant je te tiens, connard !» Le combat débuta. Liston chargea sa proie, lançant un long coup dans le vide. Il continua à charger, le visage déformé par la rage. Mais Clay évita tous ses coups, se moquant de lui, gardant même les bras le long du corps. C'était comme s'il anticipait tous les mouvements de Liston. Et il lui retournait son regard. Même après la fin du round, alors que les deux hommes étaient dans leur coin, il ne lâcha jamais son adversaire des yeux. Le second round fut en gros de la même teneur, à cette exception près que Liston n'avait plus l'air meurtrier, mais frustré. Le rythme de ce combat était bien plus rapide que lors de ses combats précédents. Clay bougeait beaucoup, selon des schémas incompréhensibles. Liston visait le menton, le ratait, ou se faisait contrer d'un coup de poing d'une rapidité fulgurante qui le faisait chanceler. À la fin du troisième round, il se laissa surprendre par une rafale de coups qui lui ouvrit une large estafilade sous l'œil gauche. Maintenant, Clay était dans le rôle de l'agresseur et Liston se contentait d'essayer de survivre. Au sixième round, il prenait des coups de tous côtés. Il se faisait malmener. Il semblait faible et triste. Lorsque résonna la cloche du début du septième round, le champion du monde resta assis sur son tabouret, les yeux dans le vague. Il refusait de se lever. Le combat était terminé. Le monde de la boxe était bouleversé. Voyons, c'était forcément une feinte. Où Liston, qui avait eu l'air ensorcelé pendant tout le combat, mou et épuisé, était-il sorti la veille? Le monde entier dut attendre 15 mois pour avoir sa réponse, jusqu'à ce que les deux boxeurs se rencontrent à nouveau à Lewiston, dans le Maine, au mois de mai 1965.
Consumé de rage, Liston s'entraîna comme un démon pour cette revanche. Au premier round, il fonça à l'attaque, mais semblait inquiet. Il poursuivit Clay, ou plutôt Mohamed Ali comme il se faisait appeler, sur tout le ring, cherchant désespérément à l'atteindre. Il finit par lui effleurer le visage alors que celui-ci reculait, mais d'un geste tellement rapide que nul ne le vit venir, Ali contra avec un coup droit qui envoya Liston au tapis. Il y resta un moment, puis se remit péniblement debout, mais il était trop tard. Il était resté KO 10 secondes et l'arbitre arrêta le combat. La foule s'indigna. Aucun coup n'avait été porté. Mais Liston savait qu'il en était autrement. Cela n'avait peut-être pas été le coup le plus fort, mais il avait été pris par surprise avant de pouvoir se préparer et contracter ses muscles. Venu de nulle part, cette frappe l'avait complètement terrassé. Liston continua la boxe pendant encore 5 ans, mais il n'était désormais plus le même homme. Interprétation. Dès son plus jeune âge, Mohamed Ali tira un malin plaisir à se démarquer des autres. Il aimait attirer l'attention, mais surtout il s'aimait tel qu'il était, étrange, indépendant. Lorsqu'il commença la boxe à l'âge de 12 ans, il refusait déjà de se battre comme les autres et méprisait les règles. Un boxeur conserve habituellement les poings à hauteur de la tête et du torse, prêt à parer les coups. Ali préférait garder les bras le long du corps, invitant à l'attaque. Il sut très tôt qu'il était plus rapide que les autres. La meilleure façon de se servir de cette qualité était d'inviter l'adversaire à s'approcher suffisamment pour lui décocher un coup d'autant plus douloureux qu'il était rapide et proche. Il était aussi particulièrement difficile à atteindre, ayant beaucoup travaillé ses jambes, plus que sa force brute. Au lieu de reculer comme la plupart des boxeurs, un pied à la fois, Ali restait sur les orteils, sautillant sur place, en mouvement constant, à son propre rythme. Plus que tout autre boxeur, il était excessivement mobile. Ne pouvant décocher un seul coup efficace, l'adversaire était de plus en plus frustré. Plus il était frustré, plus il se rapprochait, prenait des risques et s'exposait aux coups foudroyants qui l'enverraient au tapis. Le style d'Ali était totalement contraire aux habitudes de la boxe, mais c'est cette particularité qui le rendait si difficile à vaincre. Les tactiques peu communes d'Ali ne se limitaient pas au combat. Ses insupportables provocations et ses sarcasmes publics, que l'on peut qualifier de guerre sale, visaient à faire enrager le champion, à l'agacer, à l'emplir d'une haine meurtrière qui le conduirait à s'approcher suffisamment pour se mettre en danger. Son comportement lors de la pesée, qui paraissait complètement fou, fut ensuite qualifié de chef-d'œuvre du genre. Le but était que Liston soit inconsciemment sur la défensive, incertain de ce dont son adversaire serait capable sur le ring. Lors du round d'ouverture, comme lors de bon nombre de ses combats ultérieurs, Ali obligea Liston à rester ainsi sur la défensive. C'était une tactique ordinaire face à un boxeur de ce calibre. Cela attirait Liston de plus en plus près. C'est là qu'intervint le coup extraordinaire, fulgurant, venu de nulle part. L'effet de surprise en doubla la force. Incapable d'atteindre Ali, déconcerté par ses pas de danse et son attitude inhabituelle, irrité par ses railleries, Liston commit faute sur faute. Et Ali s'en délecta. Comprenez bien. Enfants, adolescents, on nous apprend à nous conformer à certains modes de comportement, à certains us. Nous apprenons que la différence se paie. Mais le coût de notre conformisme est lourd. Nous perdons le pouvoir de notre individualité. Nous oublions qu'il est possible de faire les choses à notre manière. Nous nous battons comme tout le monde et devenons prévisibles, conventionnels. La seule façon d'être véritablement non conventionnel est de n'imiter personne, de se battre et de se comporter selon son propre rythme, d'adapter ses stratégies à ses particularités propres et à aucune autre. Si vous refusez de suivre un schéma préétabli,
personne ne pourra deviner le vôtre. Vous êtes une individualité à part entière. Votre approche peu orthodoxe pourra exaspérer et troubler. Les émotifs sont des personnes vulnérables sur lesquelles vous pouvez facilement exercer votre pouvoir. Si votre particularisme est suffisamment authentique, il attirera l'attention autant que le respect, celui que les foules portent aux personnes extraordinaires. 3. À la fin de l'année 1862, au cours de la guerre de sécession, le général Ulysses S. Grant déploya de nombreux efforts pour prendre la forteresse confédérée de Vicksburg. Elle se situait à un point névralgique du Mississippi, l'artère vitale du Sud. Si l'armée de l'Union de Grant prenait Vicksburg, elle prendrait le contrôle du fleuve et scinderait le Sud en deux. S'il gagnait là, la guerre prendrait un tournant inattendu. En janvier 1863, le commandant de la forteresse, le général James Pemberton, était plutôt confiant. Grant avait essayé à plusieurs reprises de prendre le fort sous différents angles par le nord, mais n'avait essuyé que des échecs. Il avait apparemment épuisé toutes les possibilités et abandonné ses efforts. La forteresse était bâtie au sommet d'un escarpement d'une 60aine de mètres, sur la rive. Tous les bateaux qui passaient étaient exposés à son artillerie lourde. À l'ouest, il n'y avait que le fleuve et des apics. Le nord, où Grant campait, était protégé par des marécages théoriquement infranchissables. À quelques kilomètres à l'est se trouvait la ville de Jackson, centre ferroviaire d'où le ravitaillement et les renforts arrivaient sans peine. Jackson était totalement aux mains des sudistes. La Confédération contrôlait tout le corridor, nord et sud, sur la rive est du fleuve. Vicksburg semblait parfaitement sécurisé, et les échecs répétés de Grant ne firent que renforcer cette idée dans l'esprit de Pemberton. Qu'est-ce que le général nordiste pouvait faire de plus? Il était en outre dans une situation très délicate vis-à-vis du président Lincoln, qui considérait cette campagne de Vicksburg comme un monstrueux gaspillage d'hommes et d'argent. Les journaux décrivaient Grant comme un soifard incompétent. Il subissait une pression considérable et ne pouvait se permettre d'abandonner et de battre en retraite à Memphis, plus au nord. Mais Grant était têtu. Comme l'hiver s'installait, il essaya tout et rien ne marcha, jusqu'à ce que, lors de la nuit sans lune du 16 avril, des éclaireurs confédérés rapportèrent qu'une flotte de l'Union, composée de canonnières et de bateaux de transport, tentait de passer Vicksburg tout feu éteint. Les canons tonnèrent, mais les bateaux s'en tirèrent à bon compte. L'épisode se reproduisit plusieurs fois durant les semaines suivantes. Parallèlement, sur la rive ouest, les forces de l'Union se dirigeaient visiblement vers le sud. C'était clair. Grant se servait des bateaux de transport qui avaient réussi à dépasser Vicksburg pour traverser le Mississippi une 50aine de kilomètres plus bas. Il allait donc attaquer la forteresse par le sud. Pemberton demanda des renforts, mais il n'était pas réellement inquiet. Grant traversait le fleuve avec des milliers d'hommes. Et après? Que pouvait-il faire de mieux? S'il poussait vers le nord en direction de Vicksburg, la Confédération enverrait des armées de Jackson du sud pour le prendre de côté et par l'arrière. Une telle défaite serait un désastre, car Grant se trouverait complètement piégé. Il s'était lancé tête baissée dans une entreprise désespérée. Pemberton attendit patiemment le prochain mouvement. Grant traversa effectivement le fleuve au sud de Vicksburg, et au bout de quelques jours, son armée se dirigea vers le nord-est. Il visait la ligne de chemin de fer qui reliait Vicksburg à Jackson. C'était de loin sa plus grande audace. S'il réussissait, il couperait les vivres à Vicksburg. Mais l'armée de Grant, comme toutes les armées du monde, avait elle aussi besoin de communiquer et de se ravitailler. Ces lignes devaient être reliées à une base, quelque part sur la rive est du fleuve. Grant s'était justement installé aux environs de la ville de Grand Gulf. Pemberton n'avait plus qu'à envoyer des forces de Vicksburg pour détruire ou simplement menacer Grand Gulf,
et mettre en danger les lignes de ravitaillement de Grant. Il serait obligé de battre en retraite vers le sud, sous peine de perdre ses vivres. C'était un jeu d'échecs auquel il était impensable que Pemberton perde. Ainsi, lorsque l'armée de Grant se dirigeait à toute allure vers la ligne de chemin de fer reliant Jackson à Vicksburg, Pemberton se mit en marche vers Grand Gulf. À la consternation de Pemberton, Grant l'ignora complètement. Bien loin de s'inquiéter de cette menace à l'arrière, il alla droit sur Jackson et prit la ville le 14 mai. Il ne se reposait pas sur ses lignes de ravitaillement pour nourrir ses hommes. Il pillait les riches fermes des alentours. Pire, il se déplaçait avec une telle rapidité et changeait de direction avec tant de fluidité que Pemberton ne pouvait même plus distinguer l'avant de l'arrière ni du côté. Plutôt que de se battre pour défendre ses lignes de communication ou de ravitaillement, Grant avait réglé le problème. Il n'en avait pas. Personne n'avait jamais vu une telle armée qui contredisait à ce point les règles de base de la guerre. Quelques jours plus tard, ayant pris le contrôle de la ville de Jackson, Grant conduisit ses troupes jusqu'à Vicksburg. Pemberton rapatria ses hommes de Grand Gulf à toute allure, mais il était trop tard. Battu à Champion Hill, il dut se réfugier dans sa forteresse où il fut assiégé, avec son armée, par les forces de l'Union. Le 4 juillet, Pemberton se rendit. La perte de Vicksburg fut un coup terrible dont le Sud ne devait jamais se relever. Interprétation. L'être humain est par nature conventionnel. Si quelqu'un réussit avec une stratégie ou une méthode particulière, celle-ci est rapidement adoptée par ses pairs et érigée en principe, souvent au détriment de tous lorsqu'elle est appliquée à l'aveugle. Cette habitude est devenue un véritable problème à la guerre, dans la mesure où c'est un domaine dangereux. Les militaires sont souvent tentés de rester dans les sentiers battus. Lorsqu'on se retrouve en situation de danger, ce qui a représenté une sécurité par le passé est étrangement attirant. Ainsi, pendant des siècles, la règle fut qu'une armée doit avoir des lignes de communication et de ravitaillement, et que dans une bataille, elle doit avoir une formation présentant des flancs et un front. Napoléon avait déjà assoupli ces principes, mais ils restèrent solidement ancrés dans la pensée militaire jusqu'à la guerre de Sécession. Quelques 40 ans après la mort de Napoléon, des officiers comme Pemberton ne pouvaient imaginer une armée répondant à d'autres schémas que ceux-ci. Il fallut beaucoup de courage à Grant pour sortir de ces conventions et se couper de toute base, pour ne compter pour vivre que sur les riches terres du bassin du Mississippi. Il lui fallut beaucoup de courage également pour déplacer son armée sans former de front. Même ses propres généraux, notamment William Tecumseh Sherman, le traitèrent de fou. Pemberton ne put comprendre cette stratégie parce que Grant avait maintenu les apparences d'une méthode ordinaire en établissant une base à Grand Gulf et en formant un carré pour marcher vers la ligne de chemin de fer. Le temps que Pemberton comprenne l'extraordinaire attaque de Grant, il était perdu. Aujourd'hui, avec le recul que nous avons, la stratégie de Grant peut paraître évidente, mais Pemberton, lui, n'avait jamais rien vu de semblable. Nous avons naturellement tendance à suivre les conventions, à donner du poids à ce qui a déjà fonctionné par le passé. Nous avons tendance à ignorer des idées simples mais non conventionnelles qui déstabiliseraient beaucoup l'adversaire. Il faut savoir un jour couper les liens qui vous relient au passé et partir en roue libre. Certes, il est dangereux et inconfortable de sauter sans filet, mais le pouvoir que vous donne la surprise en vaut largement la peine. C'est particulièrement important lorsque l'on est sur la défensive ou en situation de faiblesse. Notre tendance naturelle nous pousse alors à nous montrer conservateurs, ce qui ne fait que faciliter la tâche de l'ennemi, qui anticipe sans problème et peut se servir de sa force écrasante. Vous n'êtes plus qu'un jouet entre ses mains. C'est lorsque les vents vous sont contraires qu'il faut oublier les livres, les leçons, la sagesse populaire, pour tout risquer du côté de l'inattendu. 4.
La tribu des Ojibwe, qui vivait dans les plaines d'Amérique du Nord, comprenait un corps d'élite connu sous le nom de Windigokan, qui ne fuit pas. Seuls les hommes les plus courageux qui avaient traité le danger par le mépris sur le champ de bataille étaient admis parmi les Windigokan. Puisqu'ils avaient prouvé qu'ils n'avaient pas peur de la mort, ils n'étaient plus des vivants parmi les vivants. Ils mangeaient et dormaient à l'écart et n'étaient tenus au respect d'aucune règle. Ils étaient devenus des vivants, mais parmi les morts. Ils faisaient le contraire de ce qu'ils disaient. Ils appelaient un jeune homme un vieillard, et lorsque l'un commandait à l'autre de s'immobiliser, cela voulait dire qu'il lui demandait d'avancer. Pendant les périodes d'abondance, ils étaient sombres et lugubres, gais et joyeux au plus froid de l'hiver. Ce comportement semblait certes burlesque, mais les Windigokan étaient terrifiants. Nul ne pouvait prévoir leurs agissements. On disait des Windigokan qu'ils étaient possédés par des esprits terribles, les dieux de la foudre et du tonnerre, qui apparaissaient sous la forme d'oiseaux géants. Cela en faisait des êtres surnaturels. Sur le champ de bataille, ils étaient inquiétants et imprévisibles, terriblement effrayants lors de leurs attaques surprises. On raconte qu'un jour ils commencèrent par se rassembler devant la demeure du chef en hurlant « Nous n'allons pas faire la guerre, nous n'allons pas tuer les Sioux, nous n'allons pas en scalper 4 et laisser les autres s'échapper. Nous irons de jour. » Ils quittèrent le camp la nuit même, le corps enduit d'une épaisse couche de terre et peint d'éclaboussures étranges, le visage couvert d'un terrifiant masque doté d'un bec géant. Ils firent route dans l'obscurité, se cognant les uns aux autres, les masques n'offraient pas une grande visibilité, et arrivèrent en vue d'une fête de guerre Sioux. Bien qu'en sous-nombre, ils ne prirent pas la fuite. Au contraire, ils se mirent à danser au centre de la fête ennemie. À les voir aussi extravagants, aussi insensés, on les aurait crus possédés par des démons. Certains Sioux reculèrent, d'autres s'approchèrent, curieux et surpris. Le chef des Windigokan cria « Ne tirez pas !» Les guerriers Ojibwe sortirent alors les armes cachées sous leurs guenilles, tuèrent 4 Sioux et les scalpèrent. Puis ils partirent en dansant, laissant l'ennemi paralysé de terreur par cette apparition, incapable de les poursuivre. Après une telle action, les ennemis des Ojibwe, du plus loin qu'ils voyaient venir un Windigokan, partaient à toutes jambes sans demander leur reste. Interprétation. Ce qui rendait les Windigokan si effrayants, comme les forces de la nature dont ils disaient tirer leur pouvoir, était qu'ils pouvaient se montrer destructeurs sans raison apparente. Leurs attaques surprises n'avaient aucun but, n'étaient ordonnées par personne. Leurs apparitions n'avaient aucune raison d'être, ne ressemblaient à rien de connu, comme s'ils étaient tombés là par hasard. Ils erraient parfois dans l'obscurité jusqu'à ce qu'ils tombent sur un ennemi. Leur danse était insensée, inconcevable, inimaginable. Ils pouvaient se mettre brusquement à tuer et scalper avant de s'arrêter soudainement, sans plus de raison. Au sein d'une société tribale gouvernée par les codes les plus stricts, ils représentaient les esprits de la destruction et de l'irrationnel. Lorsque vous ne vous pliez pas aux conventions, cela étonne et vous donne l'avantage, mais ne terrifie pas forcément. Pour susciter la vraie peur, vous devez, comme les Windigokan, adopter cette méthode aléatoire qui est au-delà de tout processus rationnel, comme si vous étiez possédé par un esprit de la nature. Attention toutefois, si vous agissez ainsi en permanence, vous vous enfermerez dans votre propre attitude. Adoptez cette stratégie au bon endroit au bon moment, administrez l'irrationnel et l'aléatoire à petite dose aux instants opportuns, votre entourage ne saura plus à quoi s'en tenir. Vous inspirerez la crainte et le respect, qui sont le vrai pouvoir. Une apparence ordinaire, épicée d'une touche de folie, voilà qui choque et épouvante bien plus qu'un véritable fou. N'oubliez pas, votre folie, comme celle d'Hamlet,
doit être stratégique. La vraie folie est bien trop prévisible. 5. En avril 1917, la Société des artistes indépendants de New York préparait sa première exposition. Ce devait être une grande vitrine de l'art moderne, la plus vaste jamais vue aux États-Unis. L'exposition était ouverte à tout artiste appartenant à la société. La contribution demandée n'était pas élevée, les réponses avaient été nombreuses. Quelques 1200 artistes exposèrent plus de 2000 pièces. Le conseil de direction de la société rassemblait des collectionneurs comme Walter Arensberg et des artistes comme Man Ray ou le jeune Marcel Duchamp, français de 29 ans qui vivait à New York. C'était Duchamp qui, à la tête du comité de sélection, avait décidé de faire de cette exposition un modèle de démocratie. Les œuvres étaient suspendues par ordre alphabétique, en commençant par une lettre tirée au sort. Ainsi, des natures mortes cubistes côtoyaient des paysages traditionnels, des photographies d'amateurs ou l'œuvre obscène indispensable à toute exposition d'art moderne. Les avis quant à cette organisation étaient très partagés. Quelques jours avant le vernissage de l'exposition, la société reçut sa plus étrange œuvre. C'était un urinoir retourné, sur lequel on pouvait lire les mots « R. Meut, 1917 », inscrits à la peinture noire sur le rebord. L'œuvre s'appelait Fontaine, et on la devait apparemment à un certain monsieur Meut. L'inconnu y avait joint un chèque qui payait l'adhésion. Lorsqu'il vit cette œuvre pour la première fois, le peintre George Bellows, membre du comité de direction de la société, poussa des hauts cris et s'exclama qu'il serait indécent de l'exposer. Arensberg n'était pas d'accord. Pour lui, la forme et la présentation même de l'objet en faisaient une œuvre d'art intéressante. « C'est exactement le but de cette exposition », dit-il à Bellows. « L'occasion pour un artiste d'exposer ce qu'il veut, puisque c'est l'artiste qui décide ce qu'est l'art et personne d'autre. » Bellows ne changea pas d'avis. Quelques heures avant l'ouverture du vernissage, les organisateurs se rassemblèrent et votèrent à une petite majorité de ne pas exposer l'œuvre. Arensberg et Duchamp démissionnèrent immédiatement. Dans les articles de journaux qui relataient la controverse, on parlait de la polémique des WC. Cela piqua la curiosité du grand public et un air de mystère se répandit sur toute l'affaire. Parallèlement, Duchamp faisait partie d'un groupe d'artistes qui dirigeait un magazine appelé The Blind Man, l'aveugle. Le second numéro du magazine publiait une photo de Fontaine signée par le grand photographe Alfred Stieglitz. Il avait beaucoup travaillé les lumières. Une sorte d'ombre tombait sur l'objet comme un voile, lui donnant une apparence un peu mystique, en même temps que quelque chose de vaguement sexuel, l'urinoir à l'envers ayant la forme d'un vagin. The Blind Man publia un éditorial, le cas Richard Meut, qui défendait l'œuvre d'art et critiquait son exclusion de l'exposition. La fontaine de Monsieur Meut n'est pas immorale, pas plus immorale qu'une baignoire. Peu importe si Monsieur Meut l'a fabriquée de ses propres mains ou pas, il l'a choisie. Il s'est emparé d'un objet de la vie ordinaire, l'a déplacé en sorte que son sens habituel disparaisse sous un nouveau titre et un nouveau point de vue, donnant à l'objet un nouveau sens. Il apparut bientôt que le créateur de Fontaine n'était autre que Duchamp en personne. Au fil des ans, l'œuvre acquit sa vie propre, même si elle disparut mystérieusement du studio de Stieglitz et ne fut jamais retrouvée. Pour quelque obscure raison, la photographie et l'histoire de Fontaine inspirèrent au monde de l'art une réflexion sur lui-même. L'œuvre seule avait eu ce pouvoir de choquer et d'interpeller. En 1953, Duchamp autorisa la galerie Sidney Janis, à New York, à exposer une réplique de Fontaine à l'entrée, un brin de gui émergeant de l'objet. D'autres répliques apparurent dans les galeries, lors de rétrospectives sur l'œuvre de Duchamp et dans les collections des musées.
Fontaine devint un classique de collectionneur. Certaines répliques se sont vendues plus d'1 million de dollars. Il semble que chacun ne voit dans cette pièce que ce qu'il veut y voir. Dans un musée, elle choque le public. Certains sont gênés par l'urinoir lui-même, d'autres par le fait que l'on en ait fait un objet d'art. Cette œuvre a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu de la critique artistique. On en fit toutes sortes d'interprétations. Avec Fontaine, Duchamp urinait symboliquement sur le monde de l'art. Il jouait avec la notion de sexe. L'œuvre était un jeu de mots cachés, etc. Ce que certains organisateurs de l'exposition de 1917 considéraient comme un objet indécent, indigne d'être traité en œuvre d'art, cet objet même devint l'œuvre la plus controversée, la plus scandaleuse, mais aussi la plus analysée du XXe siècle. Interprétation. Tout au long du XXe siècle, de nombreux artistes ont gagné leur notoriété et leur influence en sortant des sentiers battus. Les dadaïstes, les surréalistes, Pablo Picasso, Salvador Dali, la liste est longue. Mais de tout cela, c'est probablement Marcel Duchamp qui eut le plus grand impact sur l'art moderne. Ce qu'il appelait ses ready-mades étaient certainement ses œuvres les plus importantes. Les ready-mades étaient des objets de tous les jours, parfois exposés tels quels, un chasse-neige, un porte-bouteille, parfois légèrement modifiés, l'urinoir retourné, la reproduction de la Joconde avec la moustache et le bouc, choisis par l'artiste, puis exposés dans une galerie ou un musée. Duchamp donnait la priorité aux idées sur les images. Ces ready-mades, banals et inintéressants en soi, inspiraient toutes sortes d'associations d'idées, de questions et d'interprétations. Un urinoir est un objet quotidien peu élégant, mais le fait de le présenter comme œuvre d'art soulevait des colères, des irritations, des délires tout à fait captivants. Comprenez bien. À la guerre, comme dans les domaines de la politique ou de la culture, ce qui est non conventionnel, qu'il s'agisse des éléphants et des bœufs d'Hannibal ou de l'urinoir de Duchamp, n'est jamais matériel. En tout cas, ce n'est jamais simplement matériel. Le non conventionnel est une pure idée de l'esprit. Quelque chose surprend, ce n'est pas ce à quoi l'on s'attendait. On base généralement ses attentes sur des conventions familières, des clichés, des habitudes, un ordinaire. Beaucoup d'artistes, d'auteurs et de producteurs de culture semblaient croire que le summum de l'originalité était de créer des images, des textes ou toutes sortes d'œuvres étranges, surprenantes ou choquantes, d'une façon ou d'une autre. Certes, ces œuvres étonnent, mais elles n'ont pas le pouvoir de l'extraordinaire car elles ne sont pas contextualisées. Elles ne vont à l'encontre d'aucune attente. Elles sont simplement étranges et donc vite oubliées. Pour créer l'extraordinaire, n'oubliez pas. L'important, c'est le processus mental, non l'image ou la manœuvre pour elle-même. Ce qui choque et marque les esprits sont les œuvres et les idées qui viennent d'un contexte ordinaire et banal en soi et qui sont inattendues, qui questionnent et contestent la nature profonde du réel. En art tout particulièrement, le non-conventionnel n'est que stratégie. Image, la charrue. Le sol doit être préparé. Les lames de la charrue remuent et aèrent la terre. Il faut répéter le processus chaque année, sinon les mauvaises herbes s'installent et étouffent le bon grain. De cette terre labourée et ensemencée surgiront les plantes les plus efflorescentes et les plus extraordinaires. Autorité. User généralement des forces directes pour engager la bataille et des forces indirectes pour l'emporter. Les ressources de ceux qui sont habiles dans l'utilisation des forces indirectes sont aussi infinies que celles des cieux et de la terre, et aussi inépuisables que le cours des grandes rivières. Sun Tzu, IVe siècle avant Jésus-Christ. A contrario, il n'y a jamais aucun intérêt à attaquer l'ennemi de la façon à laquelle il s'attend.
il n'en résistera que mieux. À moins que vous ne songiez au suicide, cette stratégie n'a pas d'exception.